Bonjour à tous. Je m'appelle Géraldine Giboire. Je suis patiente partenaire au sein d'une association près de Rennes. L'association Sénopole Sévigné. J'accompagne des femmes qui sont touchées par un cancer du sein au milieu d'une équipe pluridisciplinaire. Donc grâce à mon vécu et à mon parcours, grâce aux femmes que j'ai pu rencontrer, aux médecins, aux soins de support, aux associations, on s'est rendu compte qu'on parlait de plus en plus quand même de la place de la sexologie dans le parcours de soins, que les informations, les patientes en avaient un petit peu plus qu'avant, et puis qu'il y avait un développement des soins de support. Sur le site Me Reconstruire, qui traite de la reconstruction physique et psychologique pendant le parcours de soins, on s'est aperçu que malgré tout, la sexualité, le sexe au niveau du parcours de soins reste quand même tabou. Et puis aujourd'hui, c'est pour ça qu'on avait décidé avec Karine et Catherine d'en discuter autour de la sexualité dans le parcours de soins dans le cancer du sein. Donc j'ai Karine et Catherine qui vont m'accompagner pour présenter ce Facebook Live. On va essayer d'expliquer, de vous guider, de vous donner des solutions ou des clés pour mieux vivre cette sexualité pendant le parcours de soins. Je vais passer la parole à Catherine qui va se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je suis Catherine Adertal, je suis oncopsychologue, oncosexologue et présidente de l'association Étincelle Rebondir avec un cancer, une association qui offre des soins de support aux femmes atteintes de cancer. Alors tout d'abord, je voudrais donner une définition, non pas de la sexualité, parce qu'il n'y a pas de définition de la sexualité, dans la mesure où chacun a sa propre sexualité, c'est trop intime et trop personnel pour qu'il puisse y en avoir une définition, mais de la santé sexuelle, une définition de l'Organisation mondiale de la santé. Alors je suis désolée, je vais la lire, parce que je ne l'ai pas apprise par cœur. Alors, la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination et ni violence. Pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les droits humains et droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés. Alors c'est vrai que quand on lit une approche positive, agréable, etc., on pourrait penser que c'est un petit peu en contradiction avec l'oncologie, avec la cancérologie. Mais pourtant, il faut absolument en parler. Pourquoi en parler? D'abord parce qu'on en parle peu. Bon, Géraldine, vous disiez qu'on en parle un peu plus, ce qui est vrai. Mais on a affaire quand même à un double tabou. Ce double tabou, c'est la sexualité et le cancer, qui malheureusement en 2022 reste encore un petit peu frileux. On en parle, mais ça reste frileux. Donc je crois que c'est quand même très important de pouvoir en parler, car le cancer et ses traitements ont un impact relativement délétère sur la sexualité. Donc c'est pour ça que je crois que c'est très important de pouvoir faire un Facebook Live là-dessus. Voilà, et je pense que Karine ne me contredira pas, et je lui passe la parole. Tout à fait, Catherine. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis le docteur Karine Ségura-Djezar. Je travaille à Caen, en Normandie, dans le centre de lutte contre le cancer François Baclès. J'ai une activité d'oncologue médicale et je m'occupe principalement de femmes qui ont des cancers du sein. Et c'est vrai que la sexualité est un sujet qui arrive petit à petit dans la consultation, mais pas encore assez souvent. Et puis, j'ai aussi une activité de consultation et de prise en charge des troubles sexuels, parce qu'on sait que ces troubles sexuels pendant la maladie, mais également après, que ce soit à cause de la maladie, à cause des traitements, eh bien, ces troubles sexuels sont fréquents. Ça touche à peu près 2/3 des patients atteints de cancer, quand on dû dire des patients eux-mêmes. Et c'est pour ça que je rebondis sur la définition que vous avez donnée, Catherine, de la santé sexuelle. Je trouve que l'association du mot santé et de l'idée de sexualité est très important, puisque ça permet de vous dire aussi qu'à vous, en tant que patient ou en tant que proche de patient, eh bien, c'est un sujet qu'on peut aborder à l'hôpital avec les soignants, avec les médecins. C'est vraiment une question de santé. Et donc, de par la fréquence de ces troubles, effectivement, il est tout à fait légitime. Mais encore faut-il se l'autoriser, puisqu'on est tous sur les tabous dont vous avez parlé, Catherine, également. C'est vrai que les patients ne se l'autorisent pas, parce que les femmes souvent se disent « mais je vais parler de sexualité alors que je suis soignée pour un cancer, pour quelque chose de sérieux, pour qui vais-je passer ?» Les compagnons ou compagnes de ces patientes, pareil, j'ai envie de parler de sexualité, mais
ma femme est en train de se faire soigner pour un cancer pour qui je vais passer. Les médecins ne sont pas tous formés, sauf des médecins comme vous, Karine, et pas tous à l'aise. Donc, il faut absolument mettre ce sujet en avant. Est-ce que c'est le bon moment pour en parler et avec qui je peux en parler? Exactement. C'est ça qui est difficile des fois dans le parcours, de savoir d'identifier avec qui en parler. Et puis on sait aujourd'hui qu'on n'a pas les mêmes chances au niveau du territoire. C'est déjà trouver un sexologue qui est peut-être dans le centre de soins, on est formé, est-ce qu'on va avoir un rendez-vous, mais aussi il y a des gens qui sont un petit peu plus éloignés d'avoir un sexologue ou d'avoir un psychologue ou d'avoir des gens avec qui en parler. C'est pas évident non plus. Oui, des gens formés, c'est des médecins formés à la sexualité, c'est pas évident. Exactement. Et à l'oncologie, les deux en même temps. C'est ça. Ça qui est important. C'est particulier. C'est assez particulier. Ce que je vous propose, c'est pour le Facebook Live d'aujourd'hui. Dans un premier temps, on va répondre aux questions qui ont été sélectionnées en amont avec Catherine et Karine. Dans un deuxième temps, on va sélectionner vos questions en direct que vous pouvez poser dès maintenant sur le Facebook Live. Mais avant, je dois vous rappeler quelques petites règles d'utilisation de Facebook. Je vais le lire parce que je ne le connais pas par cœur. Donc, rappelez-vous qu'en utilisant Facebook, notamment non pas et le chat, que vous participez à ce live. N'oubliez pas que vos données personnelles et de navigation sont traitées par Facebook. Vous pouvez en savoir plus en consultant la charte de confidentialité directement sur facebook.fr. Enfin, en utilisant le chat Facebook Live, sachez que votre identité via votre pseudo ne sera certainement pas rendue publique. Toutefois, nous vous invitons à ne pas révéler d'informations trop personnelles qui nous permettraient de vous identifier. On vous rappelle aussi de ne pas donner de nom de traitement, de nom de médecin ou de centre de soins où vous pouvez être suivi. Voilà, je vais vous poser la première question, on va y répondre ensemble. Donc on a Sabrina qui nous a écrit « En ce qui me concerne, j'ai eu une ablation totale de mon sein gauche et reconstruction immédiate. Je n'ai pas de problème particulier, je ne regrette rien, mais en ce qui concerne ma sexualité, je n'ai plus vraiment de libido et cela m'inquiète. » D'accord. Alors, la question de la libido, c'est à moi, d'accord, il n'y a pas de souci. Comme après, on peut... Alors, la libido, ça se réveille. C'est quand même extrêmement rare, voire impossible de ne pas avoir du tout de libido. C'est juste qu'elle est... J'imagine que pendant peut-être les traitements, etc., elle n'a pas eu beaucoup de rapports sexuels. Et la sexualité, c'est comme tout, au moins, enfin comme tout, comme beaucoup de choses, au moins on la pratique, au moins on a envie. Donc, comment réveiller sa libido ? Alors moi, ce que je conseille assez souvent, c'est la masturbation. Pourquoi ? Parce que la masturbation, on est seul avec soi-même, on fait une exploration de son corps, on peut voir quelle est l'évolution de ce corps, parce que la sexualité, c'est quelque chose qui évolue, qui n'est pas statique. Quelle est l'évolution de cette sexualité par rapport à tous les événements de vie qui viennent d'arriver ? Donc on se redécouvre, quelque part c'est une redécouverte, et on n'a pas peur ni de se faire mal, ni d'avoir un blocage, etc. Ça ne marche pas forcément du premier coup, c'est pas grave, donc on est tranquille, seul avec soi-même, et comme je vous disais, surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est avoir un but de performance. Il faut absolument que j'ai mon orgasme. Non, c'est pas grave. Si on n'y arrive pas tout de suite, peut-être la prochaine fois, etc. L'important, c'est de se redécouvrir et de redécouvrir qu'on peut encore avoir des zones de plaisir. Et quand on sera à l'aise avec tout ça, on pourra de nouveau aller vers son partenaire. Donc, je conseille. Et puis, faire une espèce de rupture dans les habitudes sexuelle. Alors peut-être changer de position ou alors changer de contexte, se faire un petit dîner sympa, enfin vous voyez, quelque chose avec des bougies, une musique, enfin j'en sais rien, une musique douce. Changer un petit peu de contexte aussi avec son partenaire. Puis évidemment, discuter avec lui, communiquer. Ça me semble... Ouais. La communication va être la chose qui va être vraiment... La communication, effectivement, c'est l'essentiel. De pouvoir en parler au moins ensemble, et si on est seul, mais pouvoir en parler avec quelqu'un. Mais c'est vrai qu'on voit bien que souvent, c'est un manque de communication dans le couple qui va créer des soucis, des non-dits, des choses, des croyances qu'on peut avoir l'un sur l'autre. Alors c'est très étonnant, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de couples qui ne parlent pas sexualité ensemble. Alors peut-être moins chez les jeunes, mais très souvent, quand je pose la question, mais est-ce que vous en discutez avec votre compagnon ou votre compagne ? Oh ben non, on ne parle pas de ça. Ben si, parlez-en, c'est naturel, c'est normal, et c'est la personne la plus concernée. Et il est vrai que des éléments de vie, comme une maladie cancéreuse, comme des traitements, c'est des gros traumatismes dans une vie. En tout cas, c'est une perturbation de sa petite routine, y compris dans la vie de couple et dans la vie sexuelle. On sait que déjà, de façon physiologique,
La sexualité change avec le vieillissement, ça c'est quelque chose de naturel qui est assez connu. Et puis évidemment l'impact des traitements, que ce soit la chimiothérapie, l'hormonothérapie, qui sont donc les médicaments qu'on utilise pour le cancer du sein, parfois les cicatrices, l'impact de la chirurgie, les transformations du corps qui font que la libido va être assez fréquemment impactée. Il y a un peu plus d'une femme sur deux après un cancer du sein qui dit avoir eu une baisse de libido, une baisse de désir. Mais comme l'a dit Catherine, je pense que le message aussi important, c'est que ce n'est pas une fatalité en soi. C'est très fréquent, donc ça arrive souvent pendant la maladie et les traitements. Mais on sait aussi ça peut s'améliorer et ça peut revenir, ça peut se retravailler en quelque sorte avec des petites astuces telles que les a citées Catherine. L'annonce est un traumatisme. Bien sûr. Donc il peut y avoir une indisponibilité psychique pour la sexualité ou le contraire. Moi j'ai eu des patients qui m'ont dit mais moi à l'annonce j'ai eu une envie, une espèce de vie, d'une pulsion de vie comme un pied de nez à la maladie. Et pour les patientes qui sont en couple, d'ailleurs, l'impact peut aussi toucher le partenaire. On parle bien sûr des patientes qui ont des cancers du sein, mais le partenaire est parfois impacté, pas forcément en même temps ou au même moment que vous qui êtes patiente, mais il y a bien sûr aussi un impact possiblement délétère, d'inquiétude, d'angoisse, d'où l'intérêt aussi quand on a la chance d'être en couple et qu'on a ce dialogue facile, d'essayer vraiment de mettre les choses sur la table à deux. Et de respecter le rythme de chacun, c'est très important. On n'est pas sur le même rythme. On n'est pas forcément sur le même rythme. Et encore une fois, c'est de se parler, la communication qui va être super importante. Il n'y a que comme ça qu'on pourra savoir. La deuxième question, c'était Isabelle. La douleur m'empêche d'être à l'aise avec mon corps. Alors la question de la douleur, je dirais qu'il y a trois situations un peu différentes qui vont mêler douleur et sexualité. Il peut y avoir bien sûr la douleur qui peut survenir au moment du rapport sexuel. Alors le terme médical, ça va être dyspareunie, superficielle, profond, en fonction de la localisation précise. Mais c'est une douleur plus précisément à la pénétration. Il y a une deuxième situation de douleur qui est assez fréquente aussi, c'est-à-dire des patients qui ont des douleurs musculaires, articulaires, sur d'autres zones du corps que la zone génitale et érogène. Et également des douleurs au niveau de la zone de cicatrice, surtout pour les femmes qui ont eu des cancers du sein, on sait qu'il y a certains nombres de patientes qui ont des douleurs après. Donc la douleur sur une autre zone que la zone sexuelle, mais qui forcément va créer cette indisponibilité psychique dont vous parliez, Catherine, à l'instant même. Si on a une douleur, notamment une douleur chronique, il est difficile d'aller vers l'autre et de se sentir suffisamment bien dans son corps pour aller vers l'autre, et notamment pour une relation intime ou sexuelle. Et puis, je dirais une troisième situation qui n'est pas la douleur elle-même, mais qui est la peur de la douleur. On dit souvent que la peur de la douleur est pire que la douleur elle-même. C'était l'écrivain Paulo Coelho qui l'avait écrit dans un de ses romans. Et dans le domaine de la sexualité, c'est particulièrement vrai, puisque la peur, le stress, va générer des contractures musculaires, notamment sur certains muscles de l'intérieur des cuisses, dont le nom latin est très évocateur. On les appelle les gardiens de la virginité. Donc ces muscles sur la face interne des cuisses, quand on est stressé, quand on a peur, ils se contractent de façon presque involontaire et ils empêchent et ils rendent en tout cas impossible absolument tout rapport avec pénétration. Donc pour tous ces éléments-là, je rebondis aussi sur ce que vous avez dit, Catherine, le fait de s'explorer peut-être toute seule, de voir quelles sont les parties du corps qui nous font mal, quelles sont celles qui ne font pas mal. Ça peut permettre de se rassurer avant d'aller vers son partenaire, que ce soit le partenaire habituel, un partenaire occasionnel, peu importe, mais bien connaître son corps, ça me paraît là encore fondamental. Et puis, il y a tous les soins de support qui peuvent permettre, bien sûr, d'améliorer ces douleurs et de traiter les douleurs, qu'elles soient physiques même d'ailleurs ou psychiques. Ce que j'allais dire, il y a aussi la douleur psychologique qui peut entraîner une dépression. Et on sait très bien que la dépression est aussi une ennemie de la sexualité. Mais avant la dépression, c'est aussi la perte de l'estime de soi. C'est-à-dire se voir parfois sans cheveux, avec parfois un sein en moins. C'est vrai que c'est difficile aussi d'avoir une sexualité à nouveau épanouie. Quand soi-même dans la glace, on se rend compte qu'on ne se plaît plus. L'image de soi est abîmée, son image psychique est abîmée. On se demande un petit peu comment on peut avoir encore de l'intimité avec... Alors tout le travail va être de se réconcilier justement avec son corps, avec son image. Donc ça ne se fait évidemment pas du jour au lendemain. Mais comme vous disiez, les soins de support peuvent aider, l'esthétique, la danse, la psycho, la sexo évidemment. Enfin, tous les soins de support sont là pour aider à reprendre confiance. À reprendre confiance en soi et à se réconcilier avec son image.
On a une question de Maïté qui nous dit « Cela fait plus de 7 ans que je n'ai pas eu de rapport, maladie et séparation. Est-ce que je pourrais retrouver du plaisir un jour ?» Mais évidemment. Heureusement. Et bien sûr, heureusement. Ben justement, alors là, excusez-moi, peut-être vous avez pensé que je suis un petit peu obsédée par ça, mais la masturbation est la bienvenue, là, justement. Et puis, je pense que, évidemment, enfin, moi, à part lui dire oui, je ne vois pas très bien comment je pourrais étayer cette question. C'est les pensées qui vont être limitantes, en fin de compte. Oui, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de rencontrer l'autre. C'est c'est ça qui est important. Parce que finalement, quand on n'a plus de sexualité, on est seul pendant un certain nombre d'années, on perd confiance un petit peu en soi. On se dit comment je vais faire. Je sais plus. Je connais plus le mode d'emploi, en fait. Voilà, c'est ça. Mais ça revient. En tout cas, peut-être un petit élément qui peut permettre de rassurer Maïté, c'est que d'un point de vue médical, d'un point de vue purement physiologique, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne plus, même si on est resté sur une longue période de quelques mois ou quelques années sans avoir de sexualité. Il n'y a pas de raison. Alors par contre, effectivement, peut-être que ça reviendra un peu lentement. C'est ce que vous disiez là encore, Catherine, tout à l'heure. On dit souvent que la sexualité, c'est un peu comme le sport. Plus on s'entraîne, mieux ça fonctionne. Et à l'inverse, si on n'est pas très bien entraîné, on a un petit peu plus de difficultés quand on reprend, mais ça revient toujours. Donc, voilà, de manière purement physiologique et médicale, il n'y a aucune raison, Maïté, que ça ne revienne pas un jour. Et en tout cas, je pense que ça dépend aussi de la personne qui sera en face de... Ça dépendra du partenaire. Il faut faire un petit peu d'échauffement et savoir partir. S'il prend et s'il donne envie que ça revienne. Bien sûr. D'ailleurs, Dominique qui nous demande, avec un nouveau partenaire, comment aborder le cancer du sein et ses cicatrices, alors que soi-même, on a du mal avec cette nouvelle image. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, de faire le deuil de son corps d'avant et d'admettre et d'accepter le corps que l'on a maintenant, après les traitements, les opérations. Alors ça, c'est compliqué parce que c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que ça dépend, cette nouvelle rencontre, est-ce que c'est une rencontre pour une nuit? Est-ce que c'est une rencontre pour la vie? J'exagère, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais au départ. En tous les cas, c'est pas facile. Quand on rencontre quelqu'un, de lui dire éventuellement, j'ai un sein en moins, ou voilà, j'ai eu un cancer du sein, parce qu'on sait quand même que le cancer du sein touche la féminité, les représentations de la féminité. Donc c'est pas évident dans une première rencontre, même si c'est pour la vie ou pour une nuit, c'est quand même pas évident. Moi, j'avais une amie qui avait une phrase qui me faisait beaucoup rire, mais elle a certainement pas tort. Elle disait, mais tu sais, finalement, quand l'homme est bien chauffé, si j'enlève le bas, le haut, il s'en fout. Je trouvais ça sympa. Mais bon, c'est pas... Ça, voilà, c'est ça. Ça se passe pas toujours comme ça. Ça se passe pas toujours comme ça. Je pense qu'il faut le dire, bien entendu. Mais alors, est-ce qu'on le dit le premier jour, la première heure de la rencontre? Je ne sais pas. Ça, il faut le sentir. Je pense qu'une relation qui se construit, elle se construit sur de la confiance. Donc, si un homme... Alors, c'est un très bon test. Un test qui peut être douloureux, certes, mais c'est aussi un très bon test. C'est-à-dire que si on raconte un petit peu son parcours de vie, quand on se connaît, on se raconte, hein, évidemment, quand on fait connaissance, et qu'à partir du moment où on dit, voilà, j'ai eu un cancer, etc., l'homme s'en va en courant, ben, c'est qu'il n'est peut-être pas vraiment apte à assumer les problèmes de la vie. Donc, c'est un test douloureux, certes, mais c'est un test. Il faut peut-être du temps aussi, des fois, pour accepter. Voilà, il faut laisser aussi le temps. Il faut laisser le temps d'accepter ça. Je pense qu'évidemment, il faut le dire, alors si on peut, ce qui n'est pas toujours évident, avec humour, si on peut, dire voilà. On peut, c'est du cas par cas, c'est difficile de vous donner une réponse fixe là-dessus. Il faut déjà aussi l'avoir digéré soi-même. Ah mais ça, c'est évident. Ce que j'allais dire, je pense qu'il y a un mot, peut-être le mot d'acceptation, voilà, déjà de la part de la personne qui a vécu cette maladie. Tout à fait. Et c'est de l'accepter. Alors, est-ce qu'on l'accepte un jour? Je ne sais pas, mais en tout cas, apprendre à vivre avec. On vit avec. Le gérer émotionnellement, ne plus le voir que comme un problème. Ça. Mais bon, facile à dire, pas toujours facile à faire. C'est pas une honte d'avoir eu un cancer. Non, mais c'est pas évident à glisser dans une conversation intime, d'une première rencontre. C'est pas évident à glisser. Alors bien sûr, il y a l'humour, mais c'est vrai que de le vivre ou de l'avoir digéré, ça peut quand même aider aussi. Mais ça dépend de l'âge de la rencontre aussi, parce que si c'est pas, je vous dis n'importe quoi, si c'est une 40-50 ans, je veux dire, les parcours de vie, c'est rarement des autoroutes. Donc l'homme en face, il est tout à fait capable de comprendre que lui-même, peut-être, il a vécu des choses difficiles dans sa vie. Oui, tout à fait. Vous voyez, donc il est capable d'entendre ça. Et là encore, je pense qu'il y a certains intervenants parmi nos collègues des soins de support. Et là, je pense particulièrement aux psychologues.
Quand il y a vraiment une difficulté d'acceptation de la maladie, de sa nouvelle image de soi et de sa nouvelle vie en quelque sorte après la maladie, la plupart des centres de traitement du cancer proposent des suivis psychologiques pour les patients. Et le psychologue peut vraiment vous aider à faire ce travail d'évacuer un petit peu toute cette gêne, toute cette tension, toute cette culpabilité parfois, et puis tout ce manque de confiance que vous avez en vous pour vous aider à vous reconstruire aussi psychologiquement. Tout ce qui est activité physique adaptée, ça peut paraître un petit peu à côté du sujet, mais moi je sais que j'en parle souvent en consultation de sexo avec les patients, parce que l'activité physique, on se met des défis par rapport à soi-même et du coup, on est fier de soi quand on réussit à faire une séance de sport. Quel que soit le sport, ça peut être de la marche, peu importe, il n'y a pas un sport meilleur que l'autre, mais on reprend confiance aussi dans son corps. Et donc, mentalement, on reprend un petit peu le contrôle de soi et ça aide, je pense, énormément. Enfin, c'est les deux auxquels je pense, mais bien sûr, les autres sur le support. J'ai vu des ateliers sur Rennes notamment, mais d'estime de soi avec une femme qui travaille dans l'esthétisme, elle a fait faire des défilés de mode, elle a fait faire des choses comme ça, avec de l'art-thérapie, du chant, du yoga, de la danse, et ça a vraiment beaucoup aidé en fin de compte sur l'image corporelle qu'on pouvait avoir de soi. C'est remettre des décolletés, remettre des choses comme ça. Avoir envie de reséduire, de séduire ça. de nouveau. C'est vraiment important, la séduction, je crois. On en parlait avant de commencer le Facebook Live. D'ailleurs, c'est les soldes. C'est le premier jour des soldes aujourd'hui. Donc, c'est peut-être la bonne période de l'année pour aller refaire un petit peu de shopping, un peu de boutique pour trouver que ce soit de la lingerie ou des vêtements dans lesquels on se sent un peu séduisante. Et ça aussi, il faut se retrouver jolie dans ses propres vêtements avant de pouvoir aller vers l'autre. Génio qui nous demande, actuellement en chimio orale, je ne ressens plus de plaisir, de désir, alors qu'après les chimios classiques, et même pendant, tout allait bien. Je ne trouve pas de solution, j'ai consulté, mais je n'ai pas osé en parler à mon médecin. Alors, je ne sais pas si c'est à mon oncologue ou à mon médecin traitant, mais elle n'a pas osé en parler à son médecin. Alors sur le versant de la chimiothérapie, en tout cas les chimiothérapies orales qu'on utilise dans le cancer du sein, elles n'ont pas de toxicité particulière, que ce soit sur le plan neurologique ou vasculaire, puisque les structures nerveuses, les structures vasculaires, artérielles et veineuses interviennent de manière assez physiologique, notamment sur la lubrification et tous les mécanismes pendant l'acte sexuel. Il n'y a pas d'impact direct. Parfois, il peut y avoir un petit impact sur les muqueuses. L'inflammation de la muqueuse, c'est souvent au niveau de la bouche. Vous avez, je pense, tout entendu parler, si vous avez de la chimio, de mucite. On peut avoir une mucite aussi au niveau gynécologique. Donc ça, c'est un cas de figure un petit peu particulier qu'on peut avoir avec certaines chimios orales. Et dans ce cas-là, il faut surtout en parler à son médecin. Ou avoir une infection génitale parce qu'on est immunodéprimé, on est fragile, donc on attrape plus facilement des infections. Donc je pense que c'est bien d'en parler au médecin et d'être examiné au niveau gynécologique. Après, s'il n'y a pas de symptômes particuliers, je dirais autres que la baisse de désir, c'est le même mécanisme en fait qu'avec des chimiothérapies intraveineuses, des thérapies ciblées, c'est-à-dire c'est peut-être que là maintenant c'est un moment plus difficile pour vous. Psychologiquement, je pense que c'est vraiment sur la disponibilité mentale ou l'impact peut-être qu'a eu aussi l'annonce de cette chimio orale qui a dû accompagner peut-être une annonce de récidive ou en tout cas une mauvaise nouvelle. Donc ça peut être... Oui, il faut faire la part de ce traitement et de. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de lien pour moi directement avec le traitement. Mais si c'est difficile d'en parler au médecin, on peut lui conseiller aussi d'aller vers l'infirmière d'annonce, l'infirmière qui continue de les accompagner. Peut-être que ce sera plus facile d'en parler le justement. Psychologue, là encore. Voilà. Oui, vous avez raison, Géraldine. Il y en a. S'il y en a, effectivement. S'il y en a, des gynécosexologues. Gynécosexologues, qui connaissent traitant peut-être, l'oncologie. si c'est plus Qui connaissent simple. l'oncologie. Ouais. Pour pas qu'il y ait de traitement contradictoire. Oui, c'est ça. Oui. Mais souvent des infirmières aussi qui gravitent autour et peut-être c'est plus facile avec une femme de... Et souvent les infirmiers et infirmières en général sont plus à l'aise avec tout ce qui touche directement au corps, parfois même que les médecins, parce qu'ils sont de par leur métier tout le temps dans les soins du corps, mais vraiment dans le soin direct. Le médecin est dans le soin, mais de manière un peu différente, un petit peu plus distanciée. Et du coup, c'est vrai que les infirmiers et infirmières sont souvent plus à l'aise, il ne faut pas hésiter à en parler. Et donc, comme on l'a dit en introduction, c'est vraiment une question de santé, en fait. Donc, il faut trouver le bon interlocuteur avec lequel vous allez vous sentir aussi en confiance pour aborder cette thématique. Pas facile. C'est pas si simple que ça. On a Jessica qui nous dit « Bonjour, depuis les traitements, le désir n'était plus au rendez-vous et les rapports étaient douloureux. On m'a parlé du laser. Avez-vous du recul sur les bénéfices de ce procédé? Aujourd'hui, je suis séparée avec l'appréhension d'une future rencontre, comme vous l'avez évoqué à l'instant, mais j'espérais trouver un traitement pour me sentir plus en confiance dans l'intimité. » Merci pour vos conseils.
vos précieux conseils. Ah, c'est vrai que le laser, c'est une bonne solution. Il y a juste un petit problème, c'est le coût. D'autres choses à essayer avant. Oui, avant le ailleurs, laser, il y a deux choses à essayer. il y a faut y pas aller mal. crescendo Voilà, quand même. Si vous conseillez avant le laser, vous, De manière générale, on évite tout ce qui est traitement à base d'hormones Bien sûr. dans cette maladie qui est le cancer du sein, même sur des cancers qui ne sont pas hormonodépendants. Donc il existe des produits qui se vendent en parapharmacie, alors qui hélas ne sont pas remboursés non plus. Tout ce qui est gel à base d'acide hyaluronique, alors gel, pommade ou ovule à base d'acide hyaluronique, c'est en théorie de la même efficacité que les gels à base d'hormones. Donc ça va restaurer en fait une souplesse au niveau du vagin, ça va réhydrater la muqueuse. Par contre, la contrainte, c'est qu'il faut le faire très régulièrement. C'est pas une fois de temps en temps quand on y pense, c'est au moins 2 fois par semaine et c'est sur le long cours. Et donc pour avoir vraiment l'efficacité, il faut intégrer ça un petit peu à son hygiène de vie. Il n'y a aucune toxicité, aucun impact sur les traitements par ailleurs que vous pouvez avoir, que vous avez eu. Il n'y a pas de risque avec cette maladie qui est le cancer du sein. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Et quand c'est fait régulièrement, ça va réhydrater. Et puis au moment du rapport, il faut compléter avec soit un gel lubrifiant, qui sont des gels à base d'eau qui vont faciliter Et pour le partenaire aussi. la pénétration. Voilà. Et ces gels, effectivement, vous Faut avez raison, ouater le Catherine, il partenaire faut les aussi. mettre de façon large pour monsieur et pour madame. Ça peut être un jeu sexuel, hein. On peut en faire Oui, un jeu sexuel. oui. Ça, c'est vraiment à essayer en première intention. Ah. Et c'est vrai que parfois, chez certaines patientes, il y a une sécheresse vaginale qui est telle qu'on peut être amené à proposer du laser, mais c'est plus coûteux. Alors, les prix étant libres, il ne faut pas hésiter à faire des devis chez les quelques les uns et les personnes autres. qui possèdent des lasers vaginaux. Et ça peut améliorer de façon au moins partielle quand même les problèmes de sécheresse vaginale. En sachant que c'est 2-3 séances qui vont être... Voilà, parfois même faudra jusqu'à avoir. 4 et qu'il faut financer par soi-même. Donc on ne peut pas vous donner de tarifs du fait des, parce Non, que ce c'est sont des libre. tarifs libres. Moi je sais que sur la Basse-Normandie à Caen, on n'a pas de, en tout cas en Basse-Normandie, à ma connaissance, il n'y a pas de gynécologue qui possède ce laser. Donc j'adresse les patientes à une collègue de Rennes. Et pour les patientes qui ont peu de moyens, on fait des dossiers auprès de certaines associations qui vont les aider à obtenir des financements. On a déjà réussi à obtenir des financements parce que voilà, le coût du traitement peut représenter, surtout quand on est en arrêt de travail ou qu'on l'a été longtemps, mais il y a des pertes de revenus. Tout le monde ne peut pas se permettre de financer ce type de technique. En sachant que les traitements dont vous avez parlé avant, les crèmes, tout ça, c'est pas non plus remboursé par la... Ce n'est pas remboursé. C'est pas remboursé, c'est un coût. Hein. Le coût est moins élevé qu'une séance de laser, mais comme c'est sur du long terme, c'est entre 20 et 30 euros en moyenne par mois sur ces produits-là. Pour certaines Et femmes, c'est beaucoup. ça représente beaucoup quand on est en C'est arrêt pas de la travail, priorité. qu'on a perdu des revenus ça, aussi. le problème. C'est pas la vrai que priorité. ça représente un coût. C'est tous les surcoûts cachés de la maladie cancéreuse ça, et qui ne sont pas c'est pris ça. en charge encore par la sécurité sociale. Donc, on peut dire que d'essayer de trouver, notamment au niveau de la Ligue contre le cancer, de faire un dossier pour pouvoir avoir éventuellement une prise en charge, parce qu'on sait effectivement que ça va être onéreux. Si c'est possible, oui. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions. On est toujours en direct. Je voudrais juste dire quelque chose, c'est qu'il ne faut pas oublier, parce que je sais pas si, que la sexualité, ce n'est pas que la pénétration. Parce que là, on parle beaucoup de... On a beaucoup parlé de sexualité pénétrante. Voilà, Oui, ce vous n'est avez pas raison. que la pénétration. Vous avez Il y a, raison de voilà, le c'est dire. les caresses, la tendresse, le sexe oral, éventuellement des sextoys s'il le faut. Et on peut aussi, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, ça me revient, je suis désolée, c'est de réveiller sa libido, surtout pour les femmes, avec de la littérature érotique, Des jeux. des jeux. Des films. oui. Et parce que les femmes sont... ça dépend desquelles, évidemment, c'est une généralité. Elles ne sont pas très porno, ça c'est plus les hommes qui sont plus visuels. Les femmes sont plus dans le fantasme, faire appel à ces fantasmes imaginaires érotiques. Donc ça, par la littérature érotique, où elles peuvent se faire des scénarios qui peuvent faire monter leur libido. Des petits week-ends organisés romantiques, Des des petits petits bien sûr. comme vous disiez tout à l'heure, c'est un changement peut-être Voilà. de fois de lieu, de refaire Une un petit peu rupture un du film, quotidien, une refaire un rupture petit du film quotidien. pour réveiller, parce que Pour réveiller. comme vous disiez, il n'y a pas que la pénétration, Il n'y a c'est pas que aussi la pénétration. reprendre confiance dans la tendresse, les caresses, les bisous, enfin, Exactement. petit à petit et pas tout de suite forcément Et le conclure. Tout à fait. C'est vrai que le support va varier aussi en fonction des générations. Pour les plus jeunes, je lisais un article en venant dans le train sur un magazine que j'ai acheté sur la cybersexualité. Alors, Ah, ça, c'est moi, encore ça me autre fait un chose. petit peu bondir, mais effectivement, je suis plutôt faire partie de la génération vieillissante. Donc, je suis pas sur la... je suis moins connectée que des plus jeunes, mais sur les jeunes générations de 25, 30, peut-être jusqu'à 40 ans,
ces générations qui sont vraiment nées avec des outils connectés quasiment dans la main. Il peut y avoir aussi des petits sites, des conseils. Alors après, le problème, c'est qu'on trouve un petit peu tout, y compris des choses plus choquantes, du porno un peu hard. Donc, Faites faire l'amour par votre avatar, c'est ça? oui, voilà, il y a des choses assez aussi. Voilà, bon, on peut trouver un peu de tout. Il faut faire le tri, mais je pense que chacun peut y trouver. En tout cas, notamment pour les plus jeunes, ça peut être aussi une piste Il y a quand même un supplémentaire. vaste éventail. Dans la sexualité, c'est énormément de choses. Hein. Donc, il ne faut pas réduire ça à la pénétration. Merci. Talia, qui nous demande le post-cancer, c'est aussi une ménopause en avance, atrophie, sécheresse, libido, partie je ne sais où, conjoint peu soutenant, poitrine qui devient un torse. Que faire face à cette ménopause qui est induite? Le petit élément de contexte que je peux remettre sur le plan médical, c'est que c'est vrai que la ménopause, quand elle est induite par un traitement, que ce soit une chimiothérapie, alors les radiothérapies ovariennes, on n'en fait plus trop maintenant, mais en tout cas le côté brutal de la ménopause, quand elle est liée au traitement, donc cette ménopause induite, fait que les symptômes sont beaucoup plus bruyants qu'une ménopause naturelle qui va se faire sur 3-4 ans avec une baisse progressive du taux d'hormones. Alors que quand il y a eu une chirurgie des ovaires, par exemple chez les patientes qui ont des prédispositions familiales génétiques au cancer du sein, quand il y a eu une chimiothérapie qui a provoqué cette ménopause, les symptômes sont souvent quand même plus difficiles. Donc là, il y a des petites solutions. On ne peut pas donner de traitement à base d'hormones, qui sont les traitements, je dirais, basiques quand on n'a pas eu de cancer du sein. Il y a des petites choses. Les traitements à base de plantes, de façon générale, il faut plutôt éviter, ou en tout cas ne pas les prendre sans l'accord de l'oncologue pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise interaction avec l'hormonothérapie, par exemple, ou avec la chimio. Moi, je sais qu'on conseille pour les bouffées de chaleur, par exemple, les douleurs musculaires aussi qu'on a au moment de la ménopause, donc tout ce cortège de symptômes qui fait que forcément, la libido, après, elle est facilement à plat. Il y a des techniques non médicamenteuses aussi, comme l'acupuncture, qui peuvent apporter une efficacité non négligeable. Et même si je ne suis pas du tout une grande sportive, l'activité physique, on sait qu'améliore aussi certains symptômes, notamment les bouffées de chaleur et les douleurs musculaires, qui sont des symptômes liés à la ménopause. Mais vous avez raison. Moi, j'oriente souvent les patientes que je vais recevoir vers l'acupuncture, la réflexologie plantaire, l'activité physique adaptée, bien évidemment, l'art-thérapie. Et puis, ça va, alors, les petites plantes, c'est vrai que moi, c'était l'huile de bourrache ou des choses comme ça. Et puis, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait... Pas par voie orale, en fait, c'est en massage, en huile massage. de coco, des choses. Mais c'est vrai que c'est une ménopause qui arrive d'un seul coup. Et je ne suis pas sûre qu'on a bien compris dans le parcours de soins qu'on allait vivre ça, en fin de compte. Vous voyez, il y a le parcours de soins en cancéro, il y a... un traitement hormonal qui va arriver derrière. Et je ne suis pas sûre que on avait bien entendu en amont qu'on allait avoir cette ménopause qui va arriver d'un seul coup, parce que derrière ménopause, il y a aussi plein de représentations qu'on se fait. Bien sûr. Probablement, c'est la fin de probablement plein de choses. que peut-être que les médecins, nous les médecins, on n'en parle peut-être pas assez, on l'explique pas assez aux patientes quand on parle des effets secondaires des traitements, on l'évoque, mais souvent c'est un peu noyé avec tous les autres. Et puis peut-être qu'au moment où on le dit, c'est pas le moment et qu'on n'en reparle pas après. Et je pense qu'effectivement, c'est probablement un tort parce que c'est minimisé, éventuellement préparé. C'est minimisé. C'est minimisé. C'est minimiser les effets secondaires. On nous parle de douleurs articulaires, on nous parle de choses comme ça, mais de savoir qu'on va avoir une ménopause induite plus jeune. Alors on s'était projeté, nous, dans l'imaginaire, que ça va arriver à un certain âge. On sait que c'est la sécheresse de la peau, enfin, les cheveux, tout ça. Et d'un seul coup, ça arrive. Et c'est vrai que c'est pas évident, à la fois physiquement, mais psychologiquement, à accepter. Et ça, c'est plus difficile. Oui. C'est quelque chose en plus de tout le reste. C'est ça. Enfin, je peux imaginer que c'est la cerise sous le gâteau, mais on se dit à chaque fois, on en prend une couche supplémentaire. Quoi. Je suis tout à fait d'accord, mais ça, c'est plus psychologique, parce que la ménopause n'empêche pas d'une bonne sexualité. Sinon, il y aurait toutes les femmes après 50 ans. Voilà. Mais c'est un plus de il y a tout aussi traitement. l'attitude du partenaire, ce qu'a dit, j'ai oublié le prénom. Talia. Ce qu'a dit Tania, c'est que son partenaire est peut-être pas très contenant, donc ce serait bien quand même de pouvoir en discuter avec lui. Alors, Jeanne qui nous demande, je ne sais pas comment en parler, de mon manque de désir à mon partenaire. Comment aider toutes ces femmes qui n'arrivent pas à parler avec leur partenaire. Alors, est-ce que le manque de désir, il est soudain, il est antérieur? Je ne peux pas vous dire. C'était comment avant? C'est ça.
On peut se poser la question, Moi, comment ouais. fonctionnait le couple Exactement, avant? c'est très Ce important. que ça. j'essaie de dire aux patients, parce que c'est vrai que ce que dit cette dame, ça Jeanne. revient, Jeanne, voilà, ça revient très souvent dans les consultations d'oncologie. Moi, j'ai pas mal de patients qui relatent ça. C'est déjà de leur dire que, si vous voulez, déjà, la prochaine fois, il vient avec vous en consultation et moi, j'expliquerai comment le traitement a pu impacter de façon presque chimique aussi. Il y a une part chimique, il y a beaucoup du psychologique, principalement, mais il y a aussi quand même une part liée au traitement et puis toutes les Bien questions sûr. qu'on a déjà évoquées autour de la confiance en soi, du fait qu'on n'est plus à l'aise avec son corps parce qu'il y a des cicatrices, on a pris du poids, on a perdu du poids, on a perdu ses cheveux éventuellement, les autres poils du corps, enfin voilà, on a une image qui est complètement perturbée. Donc la première chose que je leur dis, c'est que vous pouvez déjà expliquer à votre partenaire, ou moi je le ferai lors d'une consultation s'il y a besoin, que le traitement a un impact et que c'est connu et que c'est fréquent. Donc c'est pas un manque d'amour, c'est pas forcément un problème dans le couple, il peut y avoir ça en plus, c'est pas de chance. Et s'il y avait des problèmes avant le cancer, ça va continuer après et la maladie cancéreuse ne va pas arranger les choses. Par contre, on sait de manière générale sur les couples et les patients qui sont en couple que la maladie cancéreuse est contrairement aux idées, ce qu'on peut avoir comme idée reçue, il y a très très peu de séparation et de divorce à l'issue, ou en tout cas à cause de la maladie cancéreuse. Dans les enquêtes, quand on demande aux patients, il y a moins de 10% des femmes qui disent, ou même des hommes aussi qui ont été malades, qui disent avoir vécu une séparation de couple à cause du cancer. Moi, j'ai toujours Donc, ni avoir cette rapproche, assurance-là. il éloigne, il révèle. Il révèle la vraie relation. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire que les hommes vont partir. Non, les hommes sont souvent inquiets pour leurs femmes. Ils ne savent pas quoi faire C'est pour ça. elles. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on entend souvent ce qui ne va pas bien, mais on n'entend pas, on retient que Et ça. puis, qu'est-ce qui se passait Et avant On ne retient pas Ouais. que tous les hommes aussi qui peuvent On être retient, formidables ouais. et qui restent et qui Bien soutiennent sûr. et qui On accompagnent. retient ce qui nous choque, Exactement. c'est-à-dire le mari qui part parce qu'il y a eu un cancer. Et Du vrai coup, que ça c'est me chiant. fait rebondir à une autre question. Ça va être à peu près pareil. C'est Nathalie qui nous dit « J'ai peur que mon conjoint parte à cause de notre absence de rapport qui devient longue. Il paraît que c'est fréquent. » Donc ça continue. Il faut en discuter avec lui. Ce qui est très important, c'est de ne pas penser à la place de l'autre. Vous voyez ? Parce que, alors la femme a dit, voilà, je n'ai plus de rapport, donc lui, ça ne va pas lui plaire, il va partir. L'homme peut se dire, bon, elle est fatiguée, elle est soignée pour un cancer, donc je lui fiche la paix, etc., etc. Donc du coup, chacun est dans son coin avec ses frustrations, il n'y a pas d'échange. Mais il faut en parler, ne pas penser à la place de l'autre et discuter, communiquer. Voilà, je peux comprendre que Nathalie n'ait pas très envie parce qu'elle est fatiguée ou parce que, pour toutes les raisons que nous venons d'invoquer, mais qu'elle en discute. Et puis encore une fois, il peut avoir une sexualité qui ne soit pas une pénétration. Ce qui est très important, c'est de garder le contact physique. Oui, c'est ça, de la tendresse. Voilà, les caresses, la tendresse, se prendre dans les bras, s'enlacer. Voilà, qui est quelque chose de l'ordre de l'amour dans le gestuel. La pénétration, ça viendra ou pas un petit peu petit à petit, vous voyez. Mais je crois qu'il ne faut pas faire ce focus-là, mais surtout en discuter avec le partenaire. Et puis bon, on peut aussi s'occuper de son partenaire sans pour autant avoir une pénétration. Vous voyez, lui faire plaisir. Si vous voyez. C'est vrai que c'est pas évident quand même dans le parcours de soins de trouver. Quand on est fatigué, quand on est fatigué, quand on est Bien sûr, douloureuse. pas Voilà. les jours où vous êtes épuisé, mais il faut quand même faire attention à ne pas trop frustrer le partenaire. C'est ça. Voilà. Mais effectivement, déjà le fait de dire, écoute, je suis fatiguée, je n'ai pas la tête à ça, je suis préoccupée, je suis angoissée par mon cancer, par ma chimio, par la chirurgie qui approche, ou la radiothérapie, ou l'hormono. Je me sens pas bien, je suis pas disponible pour ça, mais je t'aime toujours, j'ai des sentiments. Ce n'est Et pas parce toi, que tu ne voilà. me plais plus. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et le plus souvent, enfin en tout cas les quelques patientes qui arrivent à nous en parler, qui nous le disent, ou quand on les voit en consultation de sexo, disent oh là, j'ai beaucoup de chance, mais mon mari en fait il s'en fiche, il est patient, il me dit que l'important c'est que je guérisse. Et c'est ce que pensent la plupart, en tout cas les couples qui sont ensemble depuis longtemps, qui ont une bonne relation. Finalement, la parole permet juste de mettre à plat et de dire ah bon ben ça va, il pense pas que je ne l'aime plus. C'est ça. Et pour monsieur de dire elle m'aime encore, elle est fatiguée, c'est une évidence. Mais le fait de le dire, c'est important parfois de dire les évidences. Mais c'est comme là, plus il qu'important, faut pas qu'il y ait de tabou. Il faut mettre les mots sur les choses, C'est sur ça. les émotions, sur tout, quoi, sur les sentiments. Il faut mettre des mots.
Ah, vous me direz, je suis psy, alors c'est mon job. Mais même, il faut mettre des mots sur le ressenti. Non, et puis je pense que s'il y a des aidants et des hommes qui nous écoutent, il y a aussi besoin de rassurer sa femme. Parce que Et c'est vrai d'être rassuré et d'être eux-mêmes. rassuré lui-même et de rassurer aussi que voilà, c'est un moment, c'est une étape du parcours de soins, du parcours de notre vie sexuelle, mais ce n'est qu'une étape. Et après, il va y avoir plein de belles choses. Avec quoi. ce Bien que sûr. disent aussi souvent les patientes, je n'ose plus lui demander de me prendre dans les bras parce qu'il va croire que j'ai envie d'un rapport sexuel. Donc ça, on peut dire aussi, mais non, moi j'ai juste envie d'un câlin, je te Oui, tout préviens, à j'ai fait. pas envie d'aller plus loin. Puis, ça pourra peut-être se faire quand même, Ça peut déraper. mais Ça ce peut qui, évoluer, ce qui hein. fait l'éloignement des corps aussi, et je pense que Catherine, vous connaissez mieux le sujet que moi, ça va être aussi effectivement ne plus oser se prendre dans les bras Mais il y en a pour plein pas qui osent que plus. le partenaire pense à une avance d'ordre Tout à sexuel. fait, alors que Et c'est du coup, juste on un perd câlin. cette intimité Il y en a relationnelle. qui se prennent même Et- plus la main dans la rue. Et oui. Ils ne se touchent plus. Même se prendre dans les bras quand on va se coucher pour Mais bien sûr, s'endormir. et ça, c'est dramatique. Mais là, Touchez-vous. c'est quoi, là, les barrières, Et Catherine? vous savez, les barrières, c'est très insidieux. C'est petit à petit. On s'éloigne de plus en plus. Alors peut-être parce que justement, bon, il y a eu la maladie. Donc on a arrêté déjà d'avoir des rapports de la sexualité. Puis à force d'arrêter la sexualité, de ne pas en parler, eh ben, on arrête les câlins. Et puis à force d'arrêter les câlins, ben, voilà. Et petit à petit, on devient des colocataires. D'accord. Vous voyez. Donc c'est pour ça, pour maintenir le couple amoureux, le couple aimant, ok, même comme je disais tout à l'heure, même s'il n'y a pas une sexualité aboutie avec pénétration, coït, machin, etc., au moins un contact physique, toujours. On va conclure ce Facebook Live. Karine, je vous laisse un petit mot. Oui, merci Géraldine. Le principal message, je pense que je voulais passer pour cette conclusion, c'était d'essayer de vous rassurer, mesdames, et puis messieurs aussi. Je pense qu'il y a des messieurs qui doivent regarder aussi, dans l'idée que la maladie est très souvent responsable. C'est fréquent d'avoir ce genre d'impact dans la vie sexuelle. Mais le fait que ce soit fréquent ne veut pas dire que ce soit une fatalité. On sait aussi que les choses peuvent s'améliorer avec le temps et qu'il y a des solutions en termes de traitement ou en termes d'approche psychothérapeutique, en termes de soins de support et de tout ce qui est soins de bien-être qui peuvent vraiment aider à retrouver du bien-être déjà avec soi-même et dans son corps et puis du coup ce bien-être et ce partage avec un partenaire. Catherine? Et moi, je dirais qu'il faut communiquer, je ne le redirai jamais assez, et que si on a du mal à communiquer avec son partenaire, eh bien, ne pas hésiter à consulter à deux, à consulter des spécialistes, dont des psychosexologues, ou des urologues sexologues, ou des gynécosexologues, ou des oncologues sexologues, puisque nous en avons une parmi nous, et ça, c'est merveilleux. Et vraiment en parler, et ne pas avoir honte, parce que la sexualité, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui fait partie des soins de support, du bien-être, de la qualité de vie. Et donc, il faut absolument en parler. Et vous, Géraldine, alors? Une petite conclusion. Donc, je vais remercier Catherine, Karine. Je vous remercie tous. Je vous rappelle que ce Facebook Live sera en replay sur le site Chaîne Rose et Me Reconstruire. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, donc on se laisse un petit peu de temps, toutes les trois, pour pouvoir vous répondre d'ici quelques semaines. Et puis, vous pouvez aussi trouver sur Me Reconstruire une fiche sur la sexualité que nous avons élaborée avec Karine il y a quelques temps. Alors, elle doit apparaître à l'écran, j'imagine. Autrement, vous la retrouverez sur mereconstruire.fr. Et puis, on vous dit à bientôt pour de nouveaux Facebook Live avec Roche. Merci à tous. Merci, Au à revoir, bientôt. merci. Au revoir.